Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Passion sans modération, c'est un média qui donne la parole à des passionnés, à des talents, à des personnalités engagées. Des femmes et des hommes qui, chacun à leur manière, incarnent une vision, une exigence profondément humaine d'habiter leur métier. Aujourd'hui, je reçois des profils d'entrepreneurs qui ont décidé d'aligner leur trajectoire avec leurs convictions et qui construisent des projets incarnés et profondément humains. Ce sont aussi des personnes qui rassemblent, qui travaillent en équipe, qui créent des expériences, qui créent des dynamiques et des écosystèmes vivants. Mes invités du jour sont Michaël Salinière, fondateur de la maison La Joie, une marque d'apéritifs caribéens sans alcool qui bouscule les codes traditionnels du moment de convivialité et qui ne fait aucun compromis ni sur le goût ni sur le plaisir. Bonjour Michaël. Bonjour. Morgane Jaouen, coach des dirigeants hôteliers qui les aide à ajuster leur trajectoire de carrière depuis 6 ans et au service RH pour des hôtels de grands groupes depuis 2013. Bonjour Morgane. Bonjour Virginie. Johan Grégory, sacré meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel en 2023, directeur chez Fogo et Épisode à Paris. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Antoine Fuyet, cofondateur de Champercher, une ferme urbaine dédiée aux micro-pousses où innovation, exigence et précision se rencontrent au service du goût. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors je vais commencer avec la femme. Alors, est-ce que tu te souviens, Morgane, du moment précis où tu as compris que l'hôtellerie serait plus qu'un univers, mais vraiment un terrain d'engagement pour toi ? Oui, complètement. Moi, l'hôtellerie, de base, c'était synonyme de vacances, un hôtel-club en famille. Donc, je savais que je voulais aller dans l'hôtellerie quand je me suis orientée en classe prépa, en école de commerce, etc. Mais le jour où j'ai compris que j'allais vraiment faire quelque chose en ressources humaines, c'était, et surtout m'engager pour l'hôtellerie, c'était quand j'étais adjointe de direction en stage de master. Et en fait, la particularité de ce stage, j'étais dans un Mercure au nord de Toulouse, c'est que j'étais logée sur place. Et j'avais vraiment ma chambre à côté du bureau du directeur. C'était un peu improbable comme... Tu m'étonnes. Voilà. J'étais jeune. Voilà, j'avais 20-21 ans. Ouais. Quoi. Et j'étais du coup en charge des ressources humaines dans ce poste-là, mais pas que. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que pendant les 4 mois, en fait, j'ai vécu dans un hôtel H24. Donc, je voyais aussi bien ce qui se passait en salle qu'en cuisine. J'ai fait tous les services. Et j'ai pas tout compris, mais en tout cas, quand on reste 24 heures pendant 4 mois dans un hôtel, on comprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc, et la subtilité entre les postes. Et je me suis sentie tellement bien que je me suis dit, en fait, c'est dans ce secteur-là, c'est sûr que je vais évoluer. Et du coup, pourquoi tu t'es orientée vers les ressources humaines plutôt que l'opérationnel ? Ça, c'était déjà une réflexion que j'avais eue sur le stage d'avant, où j'étais réceptionniste dans un petit hôtel à Montmartre, dans un Ibis style. Et j'étais pas spécialement intéressée par les clients. Moi, par contre, j'ai été très vite remontée ou en tout cas concernée par le bien-être du staff. Et pas que le bien-être, quelqu'un qui était mal formé, qui n'était pas au bon poste, qui aurait dû être viré, etc. Tous ces sujets-là, j'en ai fait un petit compte-rendu au propriétaire à l'époque. Et c'était vraiment un compte-rendu limite de DRH avant l'heure. Mais là, j'avais 20 ans aussi. Incroyable. Voilà. Tu avais déjà cette fibre, en fait, cette c'est sensibilité. Je ne savais pas, en fait, avant le stage. Mais c'est ce stage-là, je me suis dit, bon, les clients, c'est bien, mais ça part. Par contre, les équipes, si on veut les faire rester, je vais spécialiser mon master en RH. Donc, c'était le déclic. Merci. Alors justement, Johan, on fait quand même la passerelle. Est-ce que toi, tu te souviens du moment où tu as compris que ta place était en salle, dans le service, au contact justement du public qui rentre dans un restaurant ? J'ai eu la chance de l'intégrer très jeune. J'ai une grand-mère qui a fait l'école hôtelière de Thonon dans des années qui sont bien passées et qui a changé de vocation due à sa vue familiale, mais qui, par contre, n'a jamais décliné sa formation au sein de sa famille. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu des conditions
étant jeune, assez remarquable d'avoir quelqu'un qui avait une volonté ferme et féroce de faire plaisir aux gens qui sont avec elle. Et on était toujours servis, on était dans des conditions très importantes. Le temps passé à table était très très important chez nous, et tout ce qui va dans la culture française de la préparation du repas jusqu'à son repas, jusqu'à la finition. Et du coup, j'avais un rêve de jeune garçon, comme beaucoup, hein, c'est d'être un grand sportif. Le niveau était bon, mais pas suffisant. Alors, il a fallu faire un choix. Et j'aime foncièrement les gens depuis tout le temps. Et me mettre au service des gens, c'est quelque chose qui m'a plu dès le départ. Donc, en troisième, il fallait faire un stage. J'ai fait un stage de 5 jours dans une brasserie où ma grand-mère avait ses habitudes pour aller voir ses cafés avec ses clients. Elle est toujours là, ta grand-mère? Elle est toujours là. Comment elle s'appelle? Elle a le même prénom que la grand-mère d'un très bon copain à moi qui s'appelle Julien Caligo, qui a ouvert un restaurant dédié au prénom de sa grand-mère, voilà, qui s'appelle Monique. Monique. Voilà. Et donc je fais un petit clin d'œil à Julien qui a ouvert. Donc dédicace à Julien. Voilà, dédicace à Julien et Monique. dédicace à nos Monique, qui sont des personnalités absolument incroyables. Et voilà, j'ai eu de la chance de faire ma passion, mon métier, et ça, c'est une chose vraiment très importante. Et donc elle doit être hyper fière que tu aies pris ce chemin. Elle est hyper fière. Elle m'a beaucoup aidé aussi dans les débuts, parce que il faut se mettre le pied à l'étrier. Il y a parfois des opportunités qu'il faut aller conclure, et elle m'a toujours soutenu. Elle me soutient encore, toujours d'ailleurs. Et puis, elle est toujours à Thonon? Non. Elle est en Touraine. Elle est à Tours, dans mon cœur. Hein. C'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, et tout se passe bien. Mais elle est toujours présente très activement. Et on n'a pas d'entreprise familiale où elle a pu me léguer vraiment la continuité de cette maison. Mais en tout cas, pour le reste, elle a bien légué le flambeau. Donc c'est une très belle chose. Ah, on adore les histoires comme ça, remplies d'émotions. Merci beaucoup, Johan. Alors, Michael, toi, tu as été 15 ans dans la banque. Exactement. Alors, déjà, ça fait un peu moins rêver, mais on respecte. C'est gentil. À quel moment tu as senti que tu n'étais plus à ta place, et surtout, qu'est-ce qui t'a fait que tu as envisagé de quitter quelque chose de rassurant pour te lancer dans la folie de l'entrepreneuriat? Effectivement, j'ai fait près de 15 ans en banque. Donc, tu sais, j'ai accompagné des dirigeants et des entrepreneurs dans le financement de leur activité professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a nourri, où j'ai appris énormément. Mais j'ai vu l'impact qu'ils avaient sur le monde qui les entourait, comment justement avec l'entrepreneuriat ils arrivaient à faire changer les choses, et ça m'a toujours donné envie à moi aussi d'entreprendre. Mais c'est pas si évident de quitter la banque. Voilà, il y a un certain statut, il y a des certaines conditions qui font que c'est pas évident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais la particularité, c'est que j'ai travaillé pendant 8 ans à Paris. Ensuite, j'ai fait ce métier-là pendant 4 ans en Martinique, et je suis revenu m'installer en Île-de-France il y a maintenant 3 ans. Et à mon retour, je me suis dit, c'est peut-être le moment de se lancer et vraiment d'aller voir comment je pouvais moi aussi m'exprimer dans l'entrepreneuriat. Alors, tu t'es lancé dans quoi? Tu t'es exprimé avec quoi? Alors, moi, ce que j'ai voulu, c'est réinventer finalement la convivialité, faire en sorte que les gens puissent partager des bons moments sans forcément consommer d'alcool. Et donc, j'ai créé une marque de boissons sans alcool qui s'appelle Maison La Joie. Et c'est là-dedans que je me suis lancé maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et on a lancé la première production maintenant début d'année, il y a quelques mois. Bravo, on va y revenir. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, Antoine, on me parlait de finition de repas. Toi, tu as transformé une fiche une fiche. Ça, c'est mes fiches. Je lis mes fiches. Tu as transformé une friche industrielle en ferme urbaine. À quel moment tu as décidé de t'orienter vers cela comme une évidence? Alors, au début, j'ai un profil d'ingénieur. Je suis en formation sciences de l'ingénieur orienté environnement. Et avec mon frère, on a vécu en Asie et on a voyagé notamment au Laos. On était perdus dans la jungle, et avec des gens qui nous ont aidés quand on était littéralement perdus avec les motos. Après un accident, on a dormi dans une cabane en terre battue. Et à un moment, on s'est dit, bon, ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas de quoi manger. On reviendra un jour avec moi qui crée une entreprise dans l'énergie et mon frère qui était dans la biologie, qui créera une entreprise dans l'agroalimentaire. Et pendant ma formation, on a eu un cours de développement durable où on devait virtuellement créer une entreprise pour résoudre une des problématiques du développement durable. Très factuellement, se lancer dans l'énergie en sortie d'études ou encore en études, c'est complexe. Ça demande des milliards de capitaux, c'était pas hyper faisable. Par contre, l'agriculture, c'était le secteur, et c'est toujours le secteur qui a le plus d'impact sur notre environnement. 40% de la surface terrestre, c'est l'agriculture, 70% de l'eau potable, c'est pour l'agriculture. Enfin, je peux en sortir comme ça des grands chiffres pour les gaz à effet de serre, les particules fines, etc. Donc j'ai regardé, est-ce qu'il y avait quelque chose à optimiser? Là, j'ai vu que
l'agriculture d'intérieur pouvait potentiellement optimiser finalement la consommation, les engrais et les déchets que l'agriculture produit. Parce qu'on produit dans une boîte et donc on maîtrise ce qui rentre et ce qui sort. Et donc en cours, j'ai vu que ça marchait sur le papier. J'ai dit à mes collègues, c'est pas un projet de cours pour moi, ça va être une entreprise, donc vous en êtes avec plaisir, mais voilà. Et donc s'en est suivi 10 mois où j'ai demandé à tous les gens autour de moi s'ils voulaient m'aider avec telle et telle compétence. On a créé un petit groupe et à la fin on s'est retrouvé avec 5 fondateurs, dont je suis un des cofondateurs. Et on voulait le faire dans une tour. Et puis en visitant des friches industrielles, là, en fait, c'est devenu évident. Au lieu de construire quelque chose, on utilise un bâti qui est déjà là. Donc, on n'artificialise rien du tout. Et en plus de ça, en étant en sous-sol, on utilise l'inertie du sol. Donc, on n'a pas besoin de chauffer. Finalement, l'agriculture, avec intensive, les problèmes, c'est les consommations d'eau, les consommations d'engrais, l'artificialisation des sols et la consommation d'énergie. Et en fait, en s'implantant en sous-sol, on résout toutes ces problématiques. Bravo. Bel engagement. Merci beaucoup. On y reviendra, Antoine. Morgane, alors pour toi, c'est quoi un leader dans l'hôtellerie ? Leader, manager aussi, faire. Ouais, faire on va différence. différencier leader et manager. Je pense que leader, c'est déjà n'importe quel poste, n'importe qui dans un hôtel peut être leader. Pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher de nouvelles idées à l'extérieur, déjà qui n'est pas juste dans son petit bocal, la tête dans le guidon dans son hôtel, et qui est capable de revenir en interne, d'en parler et de le faire faire par les autres. Et de mettre en place des choses qui c'est pas lui qui porte le projet finalement en termes d'ego. En fait, il va pousser les autres à innover. Et je crois que un leader, il apporte du carburant. Alors soit il apporte de l'argent, parce qu'il il a des idées et donc ça va amener du business, soit de l'énergie. Dans tous les cas, il apporte du respect. Et il incarne le respect aussi, une forme d'exemplarité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manque un petit peu dans l'hôtellerie, c'est qu'il a le courage de dire les choses. Et du coup, les choses sont dites et il n'y a pas de commérage, autre chose comme ça. C'est quand il le dit, en fait, on sait à quoi s'en tenir avec lui. Mais ça peut être vraiment n'importe quel poste. En fait, un leader pousse les autres à être leaders. Ouais, quelque part. Puis il arrive à prendre un step back et juste son but, c'est de faire avancer les gens, en fait, dans la direction qu'ils veulent eux et pas qu'ils veulent lui aussi. Donc c'est intéressant. Subtil. Du coup, Johan, par rapport au service et au maître d'hôtel, comment tu drives, toi, tes équipes ? C'est un peu cet état d'esprit. En fait, nous, on a des objectifs qui sont clairs. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe la porte du restaurant d'un côté et puis de l'autre, il faut que le sourire l'envie lorsqu'il rentre, soit le sourire de satisfaction et l'envie du retour lorsqu'il sort. Donc à partir de là, moi, ce que j'aime faire, c'est donner des orientations aux personnes qui composent l'équipe, en imposant, on va dire, une grande majorité de standards, mais en laissant beaucoup de liberté à chacun d'entre eux. Je déteste les discours similaires où, quand vous êtes dans une salle de restaurant, et souvent dans les restaurants gastronomiques, lorsqu'on explique les plats, vous avez finalement un dictaphone avec des intonations de voix différentes, et vous entendez à chacune des tables, à un moment précis donné, exactement le même commentaire sur les mêmes choses, les mêmes interactions. Et ce que je veux, c'est de laisser le maximum de liberté aux gens avec l'introduction des informations nécessaires en fonction de la personne qui est en face de nous. À chaque fois, on l'explique et on le précise, mais on a des clients, je sais pas, on est 5 autour de cette table aujourd'hui, ça fait 2 couples et une personne qui fait le service. Alors, je vais dire que c'est moi qui fais le service et vous êtes des binômes qui viennent à table. Eh bien, on peut avoir un premier binôme qui va se dire, nous, on est en repas business, Michael, il joue très gros aujourd'hui, il n'a pas envie qu'on lui parle. En tout cas, pas nous. Eh bien, on a spoté ça dès le départ, on donne la consigne aux autres, on dit voilà, notre travail, c'est quoi ? Notre travail, c'est de se dire qu'aujourd'hui, lui, il vient chez nous, pourquoi ? Parce que son rendez-vous, il est important. Parce que ce rendez-vous, il se fait autour d'une table, qu'il a envie de bien manger, passer un bon moment. Et signer. C'est exactement ça. Donc nous, notre rôle, ça va d'être suffisamment présent et tout en être suffisamment distant pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Et puis après, il y a 2 autres personnes qui viennent déjeuner ou dîner, peu importe, et qui là, eux, sont dans l'expectative d'avoir le maximum d'informations nécessaires sur tout ce qui va se passer. Ils veulent des informations sur les recettes, sur la culture du chef, sur le produit, sur tout. Et bien là, on vient répondre aux questions. Et ces 2 tempéraments font aussi que un service, c'est 2h30, 3 heures,
Et si on fait la même chose avec tout le monde à chaque fois, le temps imparti, on ne peut pas passer du temps avec tous les clients à raconter toutes les histoires, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, c'est ça, ce petit jeu-là qui est intéressant, et dès le départ du client, essayer d'avoir la lecture la plus juste possible pour répondre à leurs envies et faire qu'en sortant, ils disent, voilà, on sait pourquoi on est venu, on sait ce qu'on est venu chercher, bien manger, bien boire, être bien servi, passer un agréable moment, avec plus ou moins de présence des gens. Et des fois, ce qui est problématique, c'est lorsqu'on a envie de faire beaucoup de choses, on en devient un peu oppressant, obséquieux, et du coup, ça devient désagréable. C'est ce qu'on dit aussi dans les restaurants étoilés, c'est que souvent, les maîtres d'hôtel, ils sont là, ils sont 15 à table, autour de toi, et ils te servent. Donc, il faut doser. Pour moi, avoir été 2 fois chez Fogo, on est effectivement reçu... moi, clairement, j'ai plus envie de partir. La porte, je la pousse dans un sens, mais pas dans l'autre. Non, mais ce qui est très intéressant... Donne l'adresse, s'il te plaît. Oui, on est 8 rue Messonnier, à côté du métro Wagram, dans le 17e, et Épisode et Fogo sont 2 restaurants liés. Et ça, c'est un avantage, c'est qu'on a une table étoilée qui est Épisode, il y a un corridor, de l'autre côté, il y a Fogo, et donc alors Albert, le chef sommelier, moi-même et le chef, on navigue sur les 2 restaurants en permanence. Donc quand vous venez manger chez nous, que vous venez manger à l'étoilé ou au bistrot à la Braise, on est tout le temps là en permanence. Oui, c'est ça, je voulais que tu précises que c'est à la Braise. Et les équipes sont présents en permanence. Mais ce qui est très intéressant, et ce que m'avait dit quelqu'un un jour, et qui pour moi, je pense, est primordial dans n'importe quelle profession, et on a vraiment la démonstration avec les gens qui sont autour de cette table aujourd'hui, c'est qu'il est parfois extrêmement difficile d'être passionné et passionnant. Et des fois, quand on est trop passionné, on est dans notre truc et on raconte notre histoire. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, non, c'est bon, stop. Ouais, c'est super, voilà, stop. Et donc, passionné et passionnant, c'est 2 cultures. Et c'est ça, quand on arrive à être un peu sur la corde sur les 2 et adapter à chacun, je pense que c'est la bonne définition en tout cas. Très belle réflexion, je la prends. Michael, alors toi, tu as décidé de créer une alternative sans alcool. Alors, pourquoi ce choix personnel ? Est-ce que c'est lié à une évolution ? Est-ce que c'est par rapport à toi ? Est-ce que c'est une image où tu t'es dit tu veux te différencier par rapport à un secteur qui est directement aussi à la fois très incarnant l'art de vivre, mais en même temps un petit peu sinistré ? Quel a été ton choix ? Non, moi, mon choix, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours apprécié justement partager des bons moments avec mes amis, avec ma famille, autour d'une bonne table, autour d'une bonne bouteille. Et c'est des moments qui m'ont marqué dans ma jeunesse et même après, quand j'ai grandi. Et il s'avère qu'à un moment donné, j'ai fait le choix justement de réduire ma consommation d'alcool. Et à ce moment-là, finalement, j'étais frustré de ne pas retrouver ce plaisir-là avec mes amis, de ne plus pouvoir me retrouver autour d'une bonne bouteille, de pouvoir trinquer avec eux. Et au contraire, c'était plutôt devoir subir parfois les moqueries. Pourquoi tu bois pas ? Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Tu prends ton petit jus de fruits qui est pas terrible. Exactement. Donc, soit des jus de fruits qui n'ont pas de goût, des sodas beaucoup trop sucrés. Donc, c'était vraiment à chaque fois frustrant. Et je trouvais que c'était dommage justement de ne pas retrouver ce plaisir, même sans alcool. Et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer et de créer justement cette marque de boisson sans alcool. Alors, décris le goût, décris le process, comment s'est fait la R&D, voilà, toute la dynamique. Ça a été une longue aventure. Maison de la Joie, c'est une longue aventure. C'était une longue aventure parce qu'au final, moi, comme je l'ai dit, je viens du monde de la banque, donc je viens pas forcément du monde de la boisson. Et donc, il fallait comprendre finalement qu'est-ce que ça voulait dire de créer une boisson et d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Et donc, d'abord, ça a été de se dire qu'est-ce que je voulais faire. Et moi, ce que j'ai eu envie, c'est vraiment d'apporter cette touche plaisir dans le sans-alcool. Et pour moi, le plaisir, automatiquement, ça m'a ramené à mes origines, à la Martinique. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir apporter avec ce terroir-là, avec cet état d'esprit caribéen, le plaisir dans le sans-alcool. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et ensuite, comme je l'ai dit, ce qui était important, c'est d'avoir cette boisson festive autour de laquelle on peut se rassembler. Et donc, la réflexion, c'était qu'est-ce qu'on pourrait créer finalement ? Et aux Antilles, quand on pense aux Antilles, on pense souvent au rhum. Mais oui, j'allais te poser la question. Effectivement, mais la particularité, c'est que là-bas, on est aussi des très gros consommateurs de champagne parce que c'est la boisson de la fête par excellence. Et donc, aux Antilles, on consomme énormément de champagne. Je crois qu'il y a des statistiques qui disent que les Antillais seraient les plus gros consommateurs de champagne en nombre d'habitants. Et donc, pour moi, c'était intéressant finalement de se dire comment on pourrait proposer une alternative sans alcool, mais avec cette identité caribéenne. Donc, c'est là que ça a commencé. Les premières recherches. L'idée, c'était de voir comment on pouvait associer justement ce côté vigne avec les saveurs des Caraïbes. Et donc, le choix qui a été fait, c'était d'abord de travailler sur du vin sans alcool, qu'on allait pouvoir assembler justement avec de l'ananas et des épices. C'est le choix qu'on a fait. Alors, les épices, par exemple, qu'est-ce que tu mets en épices ? On a de la cannelle et du gingembre. Oui, voilà.
Évident. C'est chez nous, c'est des épices qu'on utilise régulièrement. Et donc, c'était bien de pouvoir les retrouver dans la boisson. Et en même temps, ça permet d'apporter à la fois du caractère et de la complexité. Donc, c'était vraiment intéressant. Super, merci beaucoup. Antoine, alors, en préparant l'émission, j'ai vu qu'on parlait de bioponie. On est des néophytes, hein, grosso modo, les gens qui écoutent mon podcast. C'est quoi exactement, au-delà de la technique, et qu'est-ce que ça engage et comment ça fonctionne? Alors, je vais juste revenir très rapidement sur la technique. La bioponie, c'est essayer d'appliquer tous les principes qu'il y a dans l'agriculture biologique et plus largement dans la permaculture dans un système hors sol. Un petit paradoxe à l'intérieur. C'est-à-dire que dans l'agriculture conventionnelle, on nourrit les plantes, on met des engrais que les plantes assimilent directement. Dans l'agriculture biologique, on nourrit son sol. Et c'est parce qu'on a un sol vivant, avec des vers de terre, tout un tas d'organismes, que ensuite le sol le rend bien et qui nourrit les plantes. Nous, on fait la même chose sans sol. On nourrit une solution nutritive qui va ensuite, par tous les êtres vivants qui y a à l'intérieur, nourrir les plantes. Et donc on applique, comme avec la permaculture, le principe qu'on est dans un écosystème qui est compliqué, qui est vivant, et où on ne maîtrise pas tout. Donc on encadre les choses. On n'essaye pas d'être dans un système binaire. On va utiliser des insectes, on va encadrer et aider à ce qu'il y ait des équilibres qui se fassent. Il y a un mauvais insecte qu'on ne veut pas dans nos cultures, on va en insérer plusieurs qui sont des prédateurs et qui vont bouffer celui qu'on ne veut pas. Mais tu viens dans notre ferme, tu vas voir toutes les saloperies que l'agriculteur ne veut pas voir dans son champ. Et dans l'agriculture bio, ça fonctionne parce qu'il y a de la prédation. Donc on réinsère ces phénomènes de prédation par des bactéries, des champignons, des insectes, des araignées, des vers. Mais c'est ça qui fait aussi la qualité d'un terroir. C'est le sol, le climat et l'écosystème. Et on recrée un climat spécifique, on a notre sol avec la bioponie et on crée notre écosystème avec tous les êtres vivants qu'il y a à l'intérieur. Et le système d'eau, comment ça se passe? Alors, il faut voir ça comme un circuit fermé, en fait, de plomberie, quoi. Il y a un réservoir, il y a des engrais à l'intérieur, il y a une petite pompe qui amène l'eau à ces plantes. Les plantes prennent ce qu'elles peuvent ou ce dont elles ont besoin dans cette solution nutritive, et ensuite l'eau revient au réservoir. Et donc la seule eau qu'on va consommer, c'est l'eau qui est bue par les plantes. Pour donner un ordre de grandeur, on a une ferme qui fait 1300 mètres carrés, qui produit l'équivalent de 24 hectares de production si on était en plein champ. Et on consomme par mois 50 mètres cubes. Avec mon épouse et ma fille, on consomme un peu plus de 11 mètres cubes par mois. On prend un peu trop de douche peut-être, mais l'ordre de grandeur, c'est qu'en fait, 5 foyers comme nous, c'est la consommation de notre ferme avec les toilettes, l'évier pour les salariés, etc. Donc en fait, on est sur une consommation très très faible. Et pour l'instant, ça nous paraît pas pertinent pour l'agriculture en France, parce qu'on a peu de restrictions d'eau. Et encore il y a déjà 2 ans, ça a commencé à changer, où on a dit, en fait, on peut plus mettre de l'eau dans sa piscine. Donc là, ça commence à toucher monsieur et madame tout le monde. Mais il y a des pays où on est pas loin du jour zéro. Enfin, on va au Cap-Vert, il y a un compteur, comme dans un film de dystopie, et si on arrive au jour zéro, il n'y a plus d'eau. Ils coupent l'eau potable pour la capitale, en millions d'habitants. Il y a des pays, Singapour, Dubaï, des trucs très très denses, où soit tu produis dans la ville, soit tu es dépendant de l'exportation. Et il y a un truc plus proche de chez nous, c'est les Antilles. La Guadeloupe, la Martinique, 100% pratiquement des salades, par exemple, elles sont du continent. Et il y a tout un tas de fruits et légumes qui ne poussent pas sur ces îles, qui sont beaucoup plus chers qu'en Île-de-France, parce que ça vient de très très loin et qu'il y a tout un tas de gens entre-temps qui se font une marge considérable, alors que nous, on pourrait finalement donner de nouveau de la souveraineté à une île comme la Martinique sur tous les fruits et légumes qu'elle importe. Qu'est-ce que tu en penses, Michael, de ça? Je pense que c'est très intéressant et qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur le développement de l'agriculture locale. On a eu beaucoup de sujets sur notamment la pollution des sols, qui a aussi justement contraint l'agriculture locale. Et aujourd'hui, trouver des solutions qui permettent soit d'économiser de l'eau, soit finalement travailler la terre différemment, je pense que c'est important, puisque les gens ont besoin de se nourrir et ça commence par l'agriculture. Donc non, il y a un sujet qui est très intéressant là. Merci, messieurs.
Morgane, alors toi, ton entreprise s'appelle ? Value by Morgane. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement ton expertise ? Qui sont tes clients ? Ce que tu leur apportes et en quoi tu es incontournable dans le milieu de l'hôtellerie ? Alors, incontournable, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être intéressant de passer par moi à Voilà. un moment donné. C'est marrant, mes clients m'appellent la psy pro. C'est un petit peu ça qu'ils retiennent des 3 ou 6 mois qu'on passe ensemble en général. Moi, mes clients sont des bosseurs, c'est des cadres généralement, des directeurs d'hôtels, directeurs multisites. J'ai même eu quelques consultants du secteur, mais vraiment, moi, à la base, c'est des personnes qui encadrent du monde et qui gèrent une business unit, globalement. Donc, en gros, un département ou un hôtel. Et en fait, ils arrivent à un moment où ils sont excellents. Ils performent, ils ont des super idées, mais ils s'épuisent assez vite parce qu'ils donnent trop. Ils donnent trop de temps, ils donnent trop... Avec les gens, du coup. Ouais, avec les gens, mais tous en fait. Ils donnent du temps, ils donnent de l'énergie, ils donnent leur cœur, limite. Enfin, c'est comme si leur identité professionnelle était leur identité tout court. Et donc, il y a ce côté... je fais tout pour tenir la baraque. C'est un petit peu ça. Leur problème, c'est qu'ils apprennent... Ils peuvent avoir eu souvent, à un moment donné, la rupture de trop avec un employeur parce qu'il y avait un désaccord dans la culture de l'entreprise. Et après, ils se retrouvent seuls. Il y a une première partie des personnes qui ont eu une rupture conventionnelle, par exemple, ou qui ont eu un moment où ils n'étaient plus en accord avec la direction pour plein de raisons. Soit un changement, soit un rachat, soit un changement un changement du secteur, où le Covid est finalement, on bloque tout et donc on n'est plus alignés. Sauf qu'ils ont un peu le syndrome bon élève de « ouais, mais tout le monde va le savoir parce que l'hôtellerie, c'est un petit monde. » Donc, le côté de « je vais me griller, comment je fais pour retrouver un boulot, ça va se savoir. » Ils sont un peu désabusés à partir d'un certain âge, on va dire à plus de 45 ans, sans vouloir faire une limite, mais en fait, j'ai pas de retour, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai tout donné et c'est comme ça qu'on me traite maintenant. Donc, pendant les toutes premières années les 4 premières années de ma boîte, c'était vraiment les aider dans un moment un peu de solitude comme ça, où ils se rendaient compte qu'ils ont tout donné dans le poste d'avant, mais ils ne savent pas l'exprimer pour trouver le poste d'après. Et il y avait ce côté où je trouve que les hôteliers, ces cadres dans l'hôtellerie, ils ne choisissent pas leur carrière. Ils se font rappeler par l'ancien collègue. Ou tiens, j'ai entendu parler de ça. Les postes qui se refilent, en fait. Ouais, et puis en fait, moi, pour avoir été RH, je peux vous dire que les postes de cadre et de directeur, ceux qui sont en ligne, c'est pas bon signe. Parce que ça veut dire que le réseau de l'écosystème qui recrute... Ça circule normalement en coulisses. Ah bah oui, on fait tout pour que ce soit pas en ligne à l'externe. Déjà, à la base, dans les grands groupes, on est censé avoir 15 jours en interne. Donc ça veut dire que si en interne, il n'y a personne qui est compétent, qui est formé ou qui veut bosser avec un tel, il faut se poser la question pourquoi c'est en ligne. Non mais ça, c'est vraiment un truc bête, mais... Et c'est... faut encore plus se poser la question, là je ne vais pas me faire des amis, de pourquoi on fait appel à un cabinet de recrutement qui va toucher 20 000 € sur le placement de cette personne. C'est quoi le loup qu'il y a derrière ce poste-là? Alors des fois, c'est juste contextuel, mais souvent c'est quand même très structurel. Il y a quand même des entreprises qui font appel à des cabinets systématiquement pour tout le recrutement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et c'est quand même plus lié à la culture d'entreprise ou à quelqu'un qui est un peu invirable. Enfin bon, bref. Donc, il y a eu cette première partie de personnes qui se retrouvaient en mode comment j'ai confiance en moi pour me vendre, sachant que j'aime pas me vendre. Comment je fais, Morgane, c'était ça. Et puis finalement, année après année, je me suis rendu compte que je réglais pas le vrai problème. Là, on va vraiment... L'entrepreneuriat permet de se rendre compte, c'est que j'ai des personnes qui ont trouvé leur poste. Et 2 ans après, comme je garde les personnes dans ma communauté derrière, je vois que le schéma se reproduit. Le schéma de j'ai trop donné, j'ai remis d'équerre cet hôtel et je suis encore à compter sur les doigts de la main dans le mois le nombre de repas que je passe avec ma famille, quoi. Donc c'est maintenant ce que je travaille avec eux, c'est plutôt de la prévention que de la réaction. C'est du coaching de dirigeants pour qu'ils se priorisent eux. Parce que je crois que la clé dans l'hôtellerie, c'est pas les équipes, c'est la santé mentale du dirigeant. Si lui arrive à prouver que on peut avoir un équilibre de vie, et quand je dis équilibre, c'est vraiment pas... le but de l'hôtelier n'est pas d'être à 19h tous les soirs avec sa famille pour dîner, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'il y a des moments où on est... work hard et des moments où on profite vraiment aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais la contrebalance de profiter vraiment en déconnexion à côté. Ça, c'est tout le problème de l'entrepreneur aussi. Oui, mais oui. Mais sauf que là, en fait, il est salarié pour le coup. Oui. Et en fait, c'est là où je me reconnais beaucoup avec les directeurs d'hôtel. Alors, on se dit, mais c'est quoi le rapport, Morgane ? Mais c'est que
moi, ma boîte, c'est ma vie aussi, finalement, et que j'étais aussi ce profil qui partait sous les 2 ans parce que je donnais trop, puis je me rendais compte que c'était pas très... qu'on me le rendait pas. Mais en fait, ce que je comprends maintenant, c'est que ça doit venir de moi. Tous mes problèmes, tous les problèmes ou les frustrations que j'ai pu avoir venaient de moi. Et en fait, là, je fais un miroir aux gens où ils arrivent à rester plus longtemps. Donc, l'évolution maintenant de mes clients, c'est plus que des particuliers qui sont entre 2 boîtes, c'est des employeurs, des directeurs qui me disent « J'aimerais que tu coaches un tel et un tel parce que là, il est en train de se griller. » Et donc, c'est l'entreprise qui paye. Donc, je reviens à mon rôle un peu pas de RH, mais de consultante externe qui bosse pour les hôtels pour qu'il y ait un espace de réflexion, un espace où quelqu'un te pose les bonnes questions pour que tu fasses différemment. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de changer de poste. D'où la psy. Ouais. C'est la psy qu'on ne s'autorise pas à avoir et que les psys sont un peu plus rigides aussi dans le côté toutes les semaines à telle heure, nanana. Moi, quand j'aurais jamais pu suivre une thérapie si j'avais été salariée dans l'hôtellerie. Enfin, en fait, c'est aussi ça la réalité. Donc, je dis pas que je suis psy, mais par contre, tu vas t'écouter souffrir et tu vas te dire que c'est plus, tu le feras plus de la même façon, quoi. Voilà. Hyper intéressant, merci beaucoup. Alors, tu parles de souffrance et d'exigence. J'ai envie de parler de meilleur ouvrier de France. Alors, devenir meilleur ouvrier de France, toi, c'était en 2023. Qu'est-ce que ça représente intimement pour toi ? Qu'est-ce que ça a changé sur toi, dans le métier, par rapport aux autres, par rapport à tes pairs ? Ce que ça représente pour moi, c'est un rêve d'enfant. Quand j'ai Monique, elle a dû être ravie. Monique, elle était mais Monique, elle est pas très objective en fait. Oui, très c'est sincèrement, ça. voilà. C'est ça, bien sûr. Je pense que quoi que je puisse faire, elle est toujours extrêmement fière. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux, même si elle n'oublie pas de taper sur les doigts quand c'est nécessaire. Et surtout par rapport à ce que Morgane faisait référence tout à l'heure, le fait de parfois avoir c'est ce besoin d'être toujours là en disant si je suis pas là, ça va pas. Alors en fait, ce qui est totalement faux, quand on n'est pas là, les équipes sont extrêmement concentrées, sont extrêmement fortes pour se dire que il est pas là, donc il faut qu'on fasse même mieux que quand il est là. Et ça, c'est quelque chose que des fois on oublie dans nos professions. Je ne connais pas dans d'autres milieux, mais dans notre, on a toujours cette sensation d'être un peu indispensable. J'ai pris plein de recul par rapport à ça, et que je me dis que de toute façon, quand je suis pas là, ce sera jamais pareil que quand je suis là. Puisque j'ai des équipes qui font tout le travail et que moi, je suis juste la personne au-dessus qui fait le petit plus que eux ne peuvent pas faire parce que c'est eux vraiment qui font tourner la maison. Et donc, du coup, c'est ça qui est important, de bien les valoriser en disant, de toute façon, c'est vous qui faites tourner la maison. Et quand on avait posé la question à M. Bocuse en lui disant, mais quand vous n'êtes pas là, qui est-ce qui cuisine ? Et exactement les mêmes que quand je suis là. Voilà. Donc, comme ça, la réponse était claire. Mais pour en revenir au meilleur ouvrier de France, pardonnez-moi, c'est un peu cette culture aussi. J'ai fait 4 fois le concours. Je l'ai obtenu au bout de la 4e fois. J'ai pas eu 3 échecs. J'ai eu 3 tentatives qui n'ont pas abouti, mais j'ai persévéré. Alors, il faut savoir que ça s'échelonne parce que c'est tous les 3 ou 4 ans. Ça se fait tous les 4 ans, voilà. Donc c'est sur 15 ans, là, on parle. Pratiquement, ouais. Donc c'est un long périple. Certains parlent de chemin de croix. Je trouve que c'est un parallèle avec ce qu'on fait dans nos professions au quotidien, parce que c'est de côté par rapport à ce qu'on fait tous les jours. On a nos métiers et puis ensuite on essaye d'aller conquérir cette valeur métier encore plus conséquente. Mais que l'on l'obtienne ou que l'on n'obtienne pas, ça ne nous empêche pas d'être de très bons professionnels, de valoriser notre métier à la hauteur de ce que peut être ce titre. On a d'ailleurs plein d'exemples de personnes qui n'ont pas ce titre pour 2 raisons. Soit ils n'ont pas réussi à l'obtenir parce que les concours, c'est pas leur truc et ça marche pas. Soit pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais ça n'en fait pas des moins belles personnes ou des moins bons professionnels, bien au contraire. Et je pense que quand on obtient ce titre, il faut surtout ne pas l'oublier. Qu'on est très fier d'arborer cette médaille et ce col tricolore, mais il faut aussi se prendre en considération que la première chose qui change, c'est le regard des gens sur nous. On nous met sur une stature, sur une position qui... Je ne vais pas dire qu'on est au rang ultime de ce que peut être une valeur métier avec ce que ça représente, mais en France, on aime bien les symboles et la symbolique meilleur ouvrier de France, elle est très très importante. Ça veut dire que quand on nous rencontre, on a la sensation de toucher la quintessence d'une profession et de se dire que cette personne maîtrise la totalité de son métier. Ce qui n'est pas vrai. Mais là, nous, on est très impressionnés de te parler, d'être avec toi dans la salle. Non, mais faut reconnaître quand même que c'est comme tu dis, c'est une très très belle récompense. Mais voilà, c'est un charisme professionnel. C'est un charisme professionnel, c'est quelque chose qu'on a besoin de représenter. Ça nous apporte aussi beaucoup d'exigences. Ce qu'on ne cite pas souvent dans le meilleur ouvrier de France, c'est que ce qui est notifié dans les critères de cette récompense,
c'est qu'on se doit d'être la transmission de notre profession, mais on se doit aussi toujours d'être au fait de nos métiers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu le titre, c'est pas la finalité, c'est le début de tout. On doit toujours faire en sorte d'être exemplaire. D'être digne, en fait, de cette qualification. D'être digne de cette distinction et surtout, dans notre profession, d'aller toujours chercher plus loin. Et on évoquait le sujet tout à l'heure lorsqu'on a bu le café avant de se rencontrer, c'est de se dire, voilà, c'est le patrimoine métier, c'est, on va dire, le sérail en se disant, voilà, ce concours, il a été créé pour être le conservatoire de chacune de ces professions. Mais ces professions, elles sont en mouvement, elles évoluent. Lorsque le concours de meilleur voix de France a été créé, je pense que le métier de Morgane n'existait pas, on ne l'évoquait même pas. Et aujourd'hui, dans nos professions, on a envie de pouvoir perdurer. Donc, dans la manière aujourd'hui où on organise, nous, le concours maître du service et des arts de la table au sujet, les interprétations qu'on va en faire sont totalement différentes. On a fait, dans les phases de présélection, une épreuve sur le RSE. Alors, c'est ça, je voulais te poser la question. L'épreuve concrète métier, c'est quoi ? Nous, on a 2 temps. Le premier temps, c'est la présélection. Donc, à partir de 5 épreuves présélectives, on va ensuite sélectionner un nombre de candidats qui iront sur la finale, qui auront d'autres épreuves à réaliser. Le cahier des charges est qu'il y a toujours un QCM, identique à tout le monde. Et ensuite, il y a 4 épreuves. Une épreuve tournée autour du vin, une épreuve technique, c'est peut être un flambage, un découpage ou une autre technicité. Par exemple, cette année, nous, c'était réaliser et commercialiser un plateau de fromage. Voilà. Ouais. Et ensuite, d'autres épreuves qu'on a décidées. L'épreuve du vin, c'était une épreuve très rapide qui demandait, voilà, vous arrivez dans un hôtel, vous avez tant de bouteilles en stock, comment faites-vous pour les commercialiser sur vos différents points de vente ? C'est du factuel, c'est du métier. On veut... Du pragmatique, quoi. Exactement. On n'est pas là pour piéger les candidats sur des questions très difficiles pour dire on va être très dur pour voir comment les candidats s'en sortent. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est faire des vraies questions métiers. On va les ressortir de ces sélections, les meilleurs profils pour aller chercher le titre. Une question sur le RSE, une question sur animation de briefing avec des allergènes. Voilà, vous avez face à vous quelqu'un. Voilà, que des choses qui sont vraiment culturelles. Il y a 20 ans, on ne se posait pas ces questions-là parce qu'au restaurant, on se préoccupait même pas de ce genre de choses. Donc maintenant, on aurait pu leur faire un steak tartare comme on a l'habitude de le faire. Il est vrai, on dénigre en aucun cas le steak tartare, on aime tous ça. Et d'ailleurs, qu'il soit à base de viande ou de faire de façon végétale, c'est plus le sujet. On est en delà de ça. La technicité, elle va être à un autre moment. On va chercher vraiment une culture métier, une représentation de ce métier. Et puis au fur et à mesure du temps, on essaye de faire vraiment une collection de tout ce qui se fait dans notre profession, avant, pendant et après. Et c'est ça l'objectif de ce concours, et de continuer à faire briller tous les métiers. Et tous les métiers font les mêmes choses. On a besoin de continuer à être une bibliothèque nationale de toutes ces belles professions et du savoir-faire français. Très bel amour pour l'artisanat. Merci beaucoup, Johan. Antoine, alors justement, là, on parle de chef, de restauration, d'hôtellerie. Quel lien tu établis avec cette profession, avec vos... Alors déjà, est-ce que tu peux nous refaire un point des produits qui est au catalogue de Champercher ? Alors, aujourd'hui, Champercher commercialise des micro-pousses, des jeunes pousses, des fleurs comestibles et des aromatiques un peu spécifiques, rares, difficiles à trouver du coup pour les chefs. Et on commercialise exclusivement aux professionnels. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver nos produits chez Métro, mais aussi directement en livraison si vous êtes un restaurant. On alimente des traiteurs, on a commencé à travailler avec Disney, avec l'ouverture du nouveau parc. Avec la Reine des Neiges ? Avec la Reine des Neiges. Vous faites les micro-pousses pour la Reine des Neiges ? Et exactement. On est à Rungis 5 jours sur 7, à partir de 5 heures du matin. Donc voilà, on a 80 produits différents que vous pouvez trouver sur notre site. Et l'objectif de Champercher, c'est de produire un nouveau produit en fonction de la de la demande du marché. Typiquement, un jour, si on a suffisamment de surface, produire de l'aubergine, ça peut faire sens. Parce que une grande partie de l'aubergine qu'on consomme vient de l'étranger. Le basilic, c'est pareil. Donc voilà. Et les fleurs comestibles, parce que on en voit beaucoup sur les tables. Moi, étant chef, j'en prends beaucoup. Est-ce que tu peux aussi expliquer qu'il y a une tonalité nutritive ? Ce n'est pas que de l'esthétique, il y a une tonalité nutritionnelle, gustative. Et quand moi, je les mets en fin et que les gens disent « ça se mange ?» Oui,
ça se mange? Alors, la plupart des fleurs sont comestibles et celles qu'on trouve dans nos assiettes, elles sont toutes comestibles. Les moments où elles ne le sont pas, c'est parce qu'il y a des produits chimiques dessus. Nous, on n'en met pas, donc tout est comestible. Au début, la fleur, on la produisait essentiellement pour l'intérêt nutritif. On faisait des fleurs de souci pour les métabolites qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. C'est un terme un peu technique, mais enfin, il y avait des molécules spécifiques qu'on trouvait intéressantes, qu'on retrouve dans les crèmes, etc. Et en fait, on a vu l'intérêt et le marché qu'il y avait sur la fleur comestible en Île-de-France. Nous, on livre à 30 km de la ferme, on est à Sartrouville, dans le 78. Donc, notre marché, c'est l'Île-de-France, qui est le plus gros marché d'Europe, donc ça nous va très bien. Et donc, le marché de la fleur, on est passé on faisait quelques centaines d'euros par mois avec il y a 2 ans, à maintenant, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. Et toujours avec le besoin du client initial. Donc, c'est pas tellement maintenant qu'on le produit parce que il y a telle protéine ou telle vitamine dans la fleur, plus que, en fait, le restaurateur nous dit « Moi, j'ai besoin de ça. De toute façon, je l'achète à l'étranger sinon. » Et donc, on se met à le produire pour remplacer l'importation. Et en soi, finalement, c'est des produits avec des valeurs nutritionnelles qui sont très intéressantes. Surtout la micro-pousse, je dirais, qui est quand même le super aliment en pourcentage, quoi. Sur 1 kilo de micro-pousse, la quantité de vitamines, de nutriments qu'il y a à l'intérieur, ça bat absolument tout. Voilà. Tu as répondu à tout, c'est parfait. Merci Antoine. Michael, alors toi, pour te développer, tu as été incubé. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton développement? Aujourd'hui, quel est ton positionnement? Comment tu distribues? Et comment tu te vois dans 12 mois? Effectivement, pour me développer, j'ai été incubé. Donc, Catch Entrepreneurship. Catch, c'est une école de commerce dans laquelle j'ai étudié quand j'étais plus jeune, qui s'appelait à l'époque Euromède d'ailleurs, à Marseille. Et donc, qui a un programme d'incubation pour accompagner à la fois les étudiants, mais aussi les diplômés. Je suis accompagné aussi par le réseau Entreprendre, Essonne. Et voilà, j'ai des mentors qui m'accompagnent. Et ce que ça apporte, c'est que quand on est entrepreneur, finalement, on est très seul. Surtout que moi, je n'ai pas d'associé. Je suis seul associé de mon entreprise aujourd'hui. Et donc, c'est important d'être entouré pour pouvoir avancer, aller plus loin et ne pas être seul dans la prise de décision. Donc, voilà, moi, je trouve que ce soit l'incubation ou même le mentorat, ça m'aide à la fois sur la vision, comment je peux développer l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, puisque l'idée avec Maison la Joie, c'est pas juste de créer une boisson, mais c'est vraiment, comme je disais, réinventer un peu le moment de convivialité. Donc, c'est assez challengeant et l'incubation, c'est que le mentorat permet justement d'améliorer la vision et de voir comment on peut avancer. Et ça permet aussi de travailler sur les enjeux d'entrepreneur. Moi, je suis un ancien salarié, donc entre être même cadre ou manager d'une banque et devenir entrepreneur, c'est 2 postures totalement différentes. Et là-dessus aussi, il faut apprendre finalement. Il faut apprendre aussi c'est quoi être entrepreneur. Donc voilà en quoi ça m'aide. Aujourd'hui, chez Maison la Joie, on est sur une distribution qui se fait plutôt caviste épicerie fine. Donc, on est présent essentiellement en région parisienne, en Ile-de-France, que ce soit dans des caves, des épiceries fines, même dans des caves sans alcool. C'est un segment qui se développe de plus en plus. On retrouve des boutiques qui ne proposent que des boissons justement sans alcool. On est présent là-dessus et l'ambition pour Maison la Joie, c'est déjà de devenir presque une référence des boissons sans alcool en France. Et puis, au-delà de ça, ça va être prochainement d'élargir la gamme, ça peut être aussi un sujet, en gardant toujours le côté caribéen, ce côté plaisir caribéen. Et pétillant aussi? Pétillant ou non, pas forcément, mais en tout cas toujours caribéen, et toujours pour permettre aux gens de passer des bons moments sans forcément consommer d'alcool. Merci beaucoup. Alors la première partie est finie. Tu parlais de se désolidariser d'une sécurité. Moi, j'ai été prof pendant 12 ans, prof de lettres. Donc, je vais vous lire un passage. Et donc, effectivement, il faut être assez dingue pour passer de l'enseignement à l'entrepreneuriat et encore plus dans la restauration. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mon sujet. Alors, je vous lis donc un passage. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. 1922, Marcel Proust. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Qui se lance? Normalement, on n'a pas à réfléchir. Il y a un truc qui pop dans la tête.
Est-ce qu'on part dans les îles, Mickaël? Je dirais pas forcément une Madeleine de Proust, mais en tout cas, moi, je sais que je suis très attaché à la maison de mes grands-parents, qui est en Martinique à Saint-Joseph. Voilà, ce serait pas une Madeleine, mais ce serait plus un lieu. Et Bien sûr. c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai grandi en Île-de-France, dans l'Essonne. Et la particularité, c'est que mes deux parents venaient de la Martinique. Faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues des Antilles dans les années 50, 60, 70 pour s'installer en France. C'était d'ailleurs organisé finalement, parce qu'il y avait ce qu'on appelait le Bumidom, qui était une agence d'État qui justement organisait un peu cette migration. Et les gens qui sont arrivés, ils ont toujours essayé de garder des liens finalement avec les Antilles et avec leur territoire d'origine. Et je sais qu'avec mes parents, on partait en Martinique tous les 3 ans en vacances, notamment aussi avec les congés bonifiés. Et moi, je suis vraiment resté attaché à la maison de mes grands-parents à Saint-Joseph. Une belle maison en bois. C'est vraiment un lieu très important. Comment s'appellent tes grands-parents? Alors, il y avait Marcel, c'est mon grand-père, et Flora, c'était ma grand-mère. D'accord, Marcel et Flora. Marcel, Flora, Monique. Voilà, on est pas mal, là. Et tu vois, c'est vraiment là-bas où j'ai découvert justement l'énergie un peu des Antilles, les fêtes de famille, les grands repas. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et voilà. Très bien, j'adore. Morgane? Moi, c'est une Madeleine de Proust, mais qui est toujours dans mon quotidien. C'est ma petite... c'est sûrement en rapport et à mes origines bretonnes et à mon côté gourmand. Moi, à toute heure de la journée, je peux manger une crêpe Nutella, quoi. Ah, ça, c'est le truc. Mais la crêpe Nutella dans un truc vraiment sympa ou chez le pack du coin. Ah oui. Ouais. Et je passe devant, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Ça, c'est terrible. C'est mon truc. Et puis, c'est mon truc. Est-ce que tu fais tes propres crêpes? Non, même pas. D'accord. Non, pas du tout. Pas de jugement. Mais c'est ton petit délire. C'est les crêpes Nutella. Le restaurant peut proposer les meilleures crêpes dessert, ce sera toujours crêpes Nutella. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est un mix de souvenirs peut-être de Bretagne et puis le Nutella, c'est le truc mon côté régressif enfant. d'enfant. Ça, okay. Ouais. Antoine? Je colle un petit peu. Ou Johan? Ah. Moi, ma Madeleine de Proust, c'est, je pense, avoir un verre à la main avec les amis, foncièrement plus souvent alcoolisés. On les connaît, les amis, on les connaît. Voilà, parce que c'est une culture, mais j'ai eu longtemps l'idée de la Madeleine de Proust, d'un élément réconfortant qui soit quelque chose que l'on mange et qui nous rappelle énormément de souvenirs. Mais je pense qu'au final... avec le temps qui avance, ma Madeleine de Proust, c'est vraiment le fait de pouvoir être ensemble et avoir des gens autour de moi que j'aime et que j'apprécie et qui font que on se rend difficilement compte du fait que on passe jamais suffisamment de temps avec les gens. Et souvent, les gens ont du mal à apprécier le peu de quantité de ces moments-là. Je suis parfois très heureux de croiser des gens pendant très peu de temps, mais de les croiser quand même pendant un court instant, parce qu'on a des activités. Et moi, je suis directeur de mes maisons et je travaille comme si c'était chez moi. Et vous êtes des entrepreneurs, donc c'est une implication permanente. Et des fois, j'ai pas besoin de beaucoup de temps avec les gens, mais j'ai besoin de temps avec les gens. Et quand je dis les gens, c'est les clients, je passe beaucoup de temps avec eux, parce que j'aime ça foncièrement et c'est une vraie volonté. Les équipes qui nous entourent aussi, parce que c'est des gens géniaux et franchement, je suis très heureux de faire ce podcast aujourd'hui, mais je le fais parce que j'ai tous ces gens-là avec nous et ça c'est indéniable, il faut le préciser parce que c'est des puits et des soutiens qui sont absolument géniaux. Et je pense que ma vraie Madeleine de Proust, c'est me dire voilà, je me pose, je prends un verre et je passe un moment avec les gens qui sont autour de moi et c'est ce que j'aime le plus. Et quand on s'est rencontrés, tu l'as partagé avec moi, le fait que j'ai souvent du mal aussi à m'arrêter. Et si vous parlez de moi à certaines personnes, c'est le verre de l'amitié, la démarrante, le ceci, le cela et tout ça. Nous, on s'est rencontrés chez Sébastien Mayol, qui est le président de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Déjà, ça donne quand même une petite tonalité. Et son bistrot s'appelle Au Vin Dieu. Et c'est une référence dans Paris. Effectivement, j'étais avec quelqu'un pour des affaires, mais il était 15h30 et je suis arrivée au comptoir. On a dit un petit verre. Et c'est vrai que, je t'ai dit, tu viendras dans le podcast. Tu m'as dit oui. Je me suis dit, il me l'a dit parce que voilà. Tu es là aujourd'hui et je suis très fière de t'avoir. Et on était à un déjeuner autour d'un vigneron qui s'appelle Pinard. C'est quand même pas...
C'est quand même pas rien. Mais bah, ça, c'est comme le MOF boucher qui s'appelle le Le bœuf. Voilà, donc c'était un grand moment de Romain, convivialité. on donc, te salue. voilà, belle Madeleine de Proust que je serais très heureux à partager. Je voulais te poser une question, du coup, Antoine, ça te laisse encore un petit peu de temps. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le type de cuisine que tu fais à la fois chez Fogo et chez Épisode? La cuisine de Guillaume Goupil et de ses équipes est une cuisine vraiment foncièrement ancrée dans la culture française. On est sur une gastronomie produit, on est sur une cuisine de précision sur épisode, orientée sur une carte et un menu où on se laisse vraiment porter dans l'idéologie de Guillaume et de ses équipes sur n'allons pas chercher une cuisine avec des associations très particulières, des choses que on n'aurait pas goûté ailleurs, mais par contre on va chercher la quintessence du classicisme et des choses qui font plaisir et réconfortant. C'est ce qu'on cherche aussi dans la salle et c'est pour ça qu'on a appelé ce restaurant Épisode, c'est de se dire comme toute bonne série, quand vous passez la porte, vous dites mais à quand le prochain épisode? C'est ça vraiment la culture de ce restaurant et de se dire voilà, en ce moment on fait un plat avec des morilles, elles sont associées avec un peu de vin jaune parce que morille vin jaune on sait que ça fonctionne bien, mais la morille elle est tendre juste craquante comme il faut, voilà, il y a cette sauce qui est délicatement liée avec du beurre parce que le beurre c'est quand même la vie et à côté de ça on met très légèrement d'anguille fumée parce que ça apporte un fumé qui est différent si on mettait une poitrine fumée ou autre chose, donc c'est vraiment cette culture là. Et puis Fogo, c'est la culture du partage. C'est toutes les cuissons sont à la braise, on a des grands barbecues et c'est devant les gens, on le voit. C'est devant les gens, l'endroit est très très beau. On a une superbe terrasse dans un quartier du 17e qui est relativement calme, donc on peut passer du temps à l'extérieur sans être gêné par la circulation parisienne. Et l'idéologie de cet endroit, c'est vraiment de dire voilà, on s'assoit autour de la table et on recrée chez nous ce que vous pourriez faire chez vous. Et voilà, c'est un peu cette volonté. On a des équipes incroyables qui mettent tout en œuvre. Et quand on parle de barbecue, souvent on fait référence à la viande. Et quand moi je parlais du verre, on faisait référence à l'alcool. Chez nous, c'est pas ça. Sur le barbecue, il y a les légumes de Marc Faragoni. Il y a l'avocat écrasé à la braise, voilà, qu'on vient écraser à la main. Un esprit guacamole, mais Guillaume n'aime pas les guacamoles qui sont mixés, donc du coup on vient les écraser à la fourchette. Ça m'avait scotché. Pourtant c'est simple en soi, mais ça m'avait scotché. Oui, mais sur la carte de Paul Bocuse, il y a une citation de Vincent Van Gogh qui notifie « Il est dur de faire simple ». Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs produits parce qu'il y a des gens qui se cassent la tête pour aller faire des très très bons produits. Et la volonté des chefs, c'est parfois non pas aller les modifier, mais les transformer pour sortir vraiment le meilleur de tout ça. La viande, on la sélectionne, elle est bonne, les élevages l'ont fait, les bouchers les ont bien maturés. Nous, on a besoin de les cuire à la perfection. Une cuisson, c'est quoi? C'est déjà, lorsqu'on les met en cuisson, elles ne sortent pas du frigo, elles sont en température. On a la chance d'avoir une belle activité, donc on sort un nombre de pièces qui nous permet de les avoir à température pour cuisson. Et on vend tout. Donc comme ça, c'est super. Tout est à bonne température. Et on les laisse reposer. On oublie souvent de prendre le temps. Et ce temps de repos, lorsqu'on a fait une cuisson, ça change beaucoup de choses sur les cultures de viande. Et c'est voilà tout cet esprit-là qu'on veut, sur les poissons, sur les légumes. On essaye de prendre le temps. Et prendre le temps, c'est parfois 2 heures. Mais prendre le temps, pour certains, c'est 45 minutes, 1 heure. Et c'est là où notre travail rentre en ligne de compte en disant, si vous avez 1 heure pour manger, vous allez manger en 1 heure. Mais par contre, la côte de bœuf, l'épaule d'agneau, on oublie. Mais on peut vous faire une très belle entrecôte, un onglet, on peut vous faire un poisson, une volaille ou autre, parce que le temps est important. Mais le temps, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le temps est père de vérité. Ça, c'est François Rabelais, c'est un tourangeau. Mais moi, je voilà. note tout je ne te savais pas si littéraire. Je te raconterai, ça, c'était toute mon histoire du MOF, donc on en reparlera. J'adore. Mais c'est de se dire, voilà, on a un cahier des charges à respecter. Au déjeuner, les gens ont besoin de manger rapidement. Et au Frelon, on leur offre dans ce timing quelque chose qui leur correspond. Bien manger, bien boire ou pas, et faire en sorte que le timing soit respecté pour qu'ils puissent repartir travailler, puisque foncièrement, on a un créneau de détente ou de re-business entre tout ce qui travaille. Si vous n'avez pas envie d'y aller, je ne sais pas quoi vous dire. Tu l'as quand même archi bien vendu, et moi, c'est archi validé. Du coup, Antoine, c'est bon, j'ai pris le bon temps. C'était compliqué pour moi parce que c'est ma crise existentielle du moment, c'est quelle est cette Madeleine pour moi. Je suis en thérapie depuis un certain temps, ma femme est psychologue, donc voilà, j'aurais dit le petit punch dans le truc réconfortant, D'accord. mais en fait, à t'écouter, c'est plutôt le fait d'être entremetteur de gens qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ça qui est Champerché, c'est que j'ai quand même mes 2 frères, ma petite sœur, enfin mes 2 petits frères, ma petite sœur et mon père qui travaillent dans Champerché. Mon père, son dernier poste, il était PDG de CTLM en Bulgarie. Absolument rien à voir, il est devenu chef de culture. Donc tu vois, on passe de la banque à l'agriculture. Et en fait, connecter des gens par leurs compétences
les faire créer un projet qui me dépasse, c'est le truc dans lequel je me sens merveilleusement bien, que ce soit pour le BDE quand j'étais en école d'ingé, prévoir des vacances avec des potes, et là dans l'entrepreneuriat. Et ce déclic-là, c'est en nombre de jours que j'ai commencé à l'identifier comme le truc qui me recharge. Peu importe l'énergie que je donne, ça ne me consomme pas. À partir du moment où je suis plus que dans l'exécution et que je fais plus ce truc-là d'entremetteur de gens incroyables et que mon but c'est de les faire briller, je commence à consommer mon énergie, et là je me retrouve tout à fait dans ce que tu disais, Morgane. En fait c'est important la question de l'énergie, parce que ta vie tu la mets dans ton boulot, et en fait au bout de X temps t'es cramé si tu considères pas que c'est un vase à constamment remplir, pas seulement le vider, quoi. Je me reconnais bien dans l'idée d'entremetteuse. Là, c'est ce que je fais avec vous depuis tout ce temps, et ça me nourrit énormément. Quelle est la spécialité régionale dont vous raffolez ? Régionale d'Île-de-France ou non, régionale, ça peut même être un pays, le boudin antillais, je pense. Franchement, c'est le seul boudin qui est épicé comme il faut, que mon grand-père nous sait, alors que, il n'est pas du tout des Antilles, quoi. Mais pour moi, c'est l'enfance et les petits boudins piquants que j'étais le seul à aimer. Et tout le monde, tu vois, c'est ta Madeleine de Proust, finalement. Ouais, aussi. Mais c'est quand même moins réconfortant que le petit punch. Mickaël. Du coup, je vais pas dire le boudin. Mais, Désolé. mais non, mais c'est un classique de chez nous. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un aspect transmission. Tu vois, ma grand-mère faisait le boudin, ma mère faisait le boudin, et on se retrouve quelques semaines avant Noël pour faire ça en famille et tout. Donc, non, c'est incroyable, le boudin, voilà. Mais du coup, je dirais peut-être les acras de morue. Pareil, les acras, quand c'est bien fait, quand il y a vraiment le goût de la morue, que c'est relevé, que c'est un peu épicé, c'est incroyable à l'apéritif. Il est 11h20, c'est... Mais tu vois, 11h20, là, tu prends un petit acra avec Maison La Joie ou autre. Et ça y est, t'es déjà dans l'ambiance. Donc, non, pour moi, les acras, c'est incroyable. Morgane ? Moi, ça va être tout ce qui est tagine. Mais c'est... Alors, je pas sais du tout breton ? Pas du tout, mais peut-être que ça vient de ces vacances en hôtel club, ou j'en sais rien. Mais en plus, j'ai une grand-mère maternelle qui faisait beaucoup de plats comme ça, dans des bake-off, du coup. Enfin, bref, rien à voir. Mais des plats avec beaucoup de je sais pas, temps de cuisson de viande, beaucoup de légumes. Mijoté, j'ai un petit stand de quelqu'un qui fait tagine couscous à côté de chez moi. J'y vais toutes les semaines, quoi. J'adore ça. Donc, je sais pas, mais je suis très attirée par la Méditerranée. Si je pouvais vivre en Espagne, j'irais. Enfin, voilà, donc il y a ce truc-là aussi où ça, j'adore. Super. Björn ? Faut choisir. Faut choisir. J'en ai un peu une par région, mais non, encore une fois, je suis tourangeau. On a beaucoup de spécialités en Touraine, et il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est les rillettes. Parce que voilà, et en plus, ma femme étant de la Sarthe, il y a un petit combat entre les rillettes du Mans et les rillettes du Tour. Même si pour moi, foncièrement, il n'y a aucun combat à avoir. Mais bon, ça, c'est. Il n'y a pas de débat. Et en particulier, les rillettes de ma très bonne copine Stéphanie 1, qui est la première bouchère étale meilleure rouillée de France en 2023. Et qui a des rillettes absolument incroyables, et je l'embrasse très fort parce que c'est une personnalité. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle vienne, cette dame. On va organiser ça parce que c'est une personnalité absolument incroyable, et qui fait ses rillettes à Montlouis, une commune qui m'est très chère parce que j'ai mes amis vignerons sur ces parcelles, et vraiment le truc que j'aime, c'est le vin de Montlouis. Et donc voilà, entre les rillettes et le vin de Montlouis, mon cœur balance. Et, j'aime tellement ça que pour mes 40 ans, je sais, ça se voit pas que j'ai plus de 40 ans, mais mes amis m'ont offert un demi-hectare de vigne. Oh, donc trop beau. Quand tu parles de l'agriculture, de tout ce que tu mets en place, alors moi je le mets pas forcément en place parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui font ça pour moi autour, mais se voir offrir de la terre, c'est un cadeau très très fort. Et tu parlais tout à l'heure de tes origines, et donc du coup créer Maison La Joie, c'était ton côté caribéen, avec le fait que tu voulais pas boire d'alcool, mais que tu voulais rien enlever en fait de cette culture. Là, je trouve que c'est vraiment une super motivation, et c'est hyper important. Et donc du coup, moi, avoir eu ce cadeau, c'est une mise en place de quelque chose qui est absolument incroyable. Donc voilà, ça intègre, d'où ma Madeleine de Proust du rassembler les gens. C'est que ce cadeau m'a fait évoluer sur plein de choses, en me disant que
tout seul c'est bien, à plusieurs on va beaucoup plus loin, on fait beaucoup plus de choses. Et dans ton projet entrepreneurial, quand tu dis voilà, j'ai des gens qui m'aident autour parce que c'est difficile d'être tout seul et de pouvoir avancer, tu as aussi cette intelligence de se dire je sais ce que je veux, je sais où je vais, mais j'écoute quand même les autres pour pouvoir aller plus loin. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère qui est absolument exceptionnel et qu'on oublie souvent beaucoup. Et bravo, parce que franchement, c'est très chouette. Non, je pense que c'est primordial. C'est primordial d'être de toute façon, c'est primordial dans la vie de manière générale, quoi, de savoir aussi écouter les autres. Alors bien sûr, après on devra faire nos choix, chacun doit faire ses choix et c'est important de prendre les décisions, mais c'est bien aussi d'entendre aussi, d'avoir d'autres avis. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on se construit, donc je confirme. On fait un peu de psy là, dans cette... Si je peux rebondir là-dessus, je pense que ça a un équilibre hyper subtil dans l'entrepreneuriat notamment, parce que... je pense qu'il faut être entouré pour pas oublier de profiter du chemin, de ce que tu disais tout à l'heure. Je crois que c'est juste célébrer. Là, ce soir, je fais un after-work. Il y a 10 personnes de ma communauté. On découvre l'hôtel de quelqu'un que je coach. Enfin, l'hôtel, c'est pas un hôtel d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et en fait, on est trop content de se retrouver. Donc, il y a ce côté déjà, OK, il y a une intention, on a envie d'évoluer, mais c'est un qui fait. Deux, on entend dans cette conversation depuis le début que même si on n'a pas du tout les mêmes business, il y a un lien évidemment puisque tu nous invites, mais on voit que c'est ce qu'on aime qui nous lie, la façon de faire qui nous lie plus que l'intitulé du poste ou même le passé ou le diplôme ou quoi que ce soit. Mais je crois que dans l'entrepreneuriat, même si on peut avoir des mentors ou des gens qui nous conseillent ou qui nous montrent des chemins qu'ils ont pris eux, on sait au fond ce qu'on doit faire. Là, je suis vraiment, moi, en train de me dire... je pense qu'il faut même s'écouter, des fois mettre sur mute tout le monde. Il faut s'entourer, parce qu'il y a des expertises qu'on n'a pas. Mais dans la direction qu'on veut prendre, on sait ce qu'on a à faire. Et ça, c'est avoir le courage de suivre sa voie, mais d'être entouré sur le chemin, quoi. C'est pas moi qui vais te contredire. Non, mais c'est vrai. Une autre question. Avec qui aimeriez-vous partager un dîner ? Vivant, disparu, fictif, famille, pas famille ? Moi, je dirais avec mon grand-père. Qui s'appelle ? Charles, qui n'est plus là, qui m'a fait découvrir les boudins entiers. Enfin, voilà. Et très souvent, je me rappelle sa messagerie. C'est un homme qui m'a beaucoup apporté sur la curiosité. Et je pense qu'il y a un élément clé aussi dans l'entrepreneuriat au sens large. Enfin, de rester curieux et du coup de remettre en question. Je suis d'accord avec ce que tu disais, au fond de soi, on sait où on veut aller. Mais le doute est aussi clé, je trouve, pour pas se prendre le mur très très fort, quoi. Enfin, c'est parce qu'on doute qu'on est des êtres pensants. Enfin, j'adore. C'est profond, hein. C'est un des épisodes les plus profonds. Dont je pense, dont je suis. Mais bien sûr. Mais le cogito ergo sum. Et le fait. Oui, moi je le dis en latin. Oui, non, je nous ai perdu là-bas. Moi, j'ai quitté le cours de latin très rapidement. Mais c'est l'entourage, pour moi, c'est permettre le doute tout en te gardant la capacité de décision seule. Ta propre liberté. Exactement. Super. Johan, t'es avec qui à table ? Il peut y avoir plusieurs personnes. Allez, tu m'en donnes 3. 3 ? Ouais, t'as vu, je suis généreuse. 3. Ok. Donc, Auguste Escoffier, ouais. Jean-Claude Vrillin. Alors, qui est Jean-Claude Vrillin ? Jean-Claude Vrillin qui a créé le restaurant Taïwan. Ok. Voilà. Oui, petite adresse. Et René Lasserre. Du restaurant Lasserre. Ah bah oui, d'accord, voilà. Effectivement. Et on pourrait... Ça fait pas mal, ça. On pourrait rajouter Claude Terrail aussi, comme ça, ça serait... Tu nous cites des gens. Claude Terrail, c'est incroyable. La personne qui a pris le relais de la Tour d'Argent. Ok, bon, d'accord. Et le point commun de 3 de ces 4 messieurs, c'est qu'il y en a 3, c'était des très très grands directeurs de restaurants dans des moments où on ne parlait pas des chefs. Donc la figure de proue de l'établissement, c'était vraiment la personnalité de salle. Et Auguste Escoffier, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a créé ce qui est un peu on va dire la formation de la cuisine aujourd'hui et l'orchestration de la cuisine aujourd'hui. Et j'aimerais passer un moment à table avec ces gens-là pour réussir à avoir un échange avec eux. J'ai quelque chose que j'ai énormément de mal à faire et qui me plaît énormément dans le vin, c'est d'avoir ce pouvoir de projection. Ces gens avaient ce pouvoir de projection de se dire, voilà, à partir de ça, on sait qu'on veut aller là, on va faire ça, ça, ça et ça.
Moi, j'ai énormément de difficultés à vision. faire exactement la vision. J'ai énormément de difficultés à faire ce genre de choses. Je suis plus dans l'instantané ou dans vraiment le rapport très proche. Et dans le vin, par exemple, quand je suis avec mes amis vignerons, qu'on est dans les vignes et qu'on goûte les raisins et qu'ils disent ouais, ça, on va faire ça et ça. C'est fou. Ok, d'accord. On goûte les jus, il dit tu vois, on l'avait dit, ça va faire ça. Ah oui. Ok. Et après, on goûte le vin, on dit ah, mais ça fait ça et ça. Ah, mais je te l'ai quand même dit il y a 1 an et demi. Bah oui, mais. Mais voilà, et je suis admiratif de ces gens-là, et c'est surtout des gens qui pour certains sont un peu des contemporains, mais j'étais trop jeune pour pouvoir les connaître. J'ai la chance de profiter de leur descendance et de ce qu'ils ont créé, donc c'est extrêmement important. Et Auguste Escoffier, c'est parce que j'ai vu tellement de choses sur lui, et tellement de choses qui ont été mises en place à une époque où cette personne a un peu révolutionné la cuisine et a fait ce que la cuisine moderne est. Et aujourd'hui, ça serait, je pense, une belle tablée. Mais à leur époque, comme ça, on pourrait boire plein de vieux vins et tout. Ça serait faire un mix de tout ça, quoi. Voilà. Super, merci Johan. Mickaël ou Morgane? Ouais, moi, si on a le droit à 2 personnes, il y a la première qui m'est venue, en tout cas. Si je dis une personne, il s'appelle Luis Galindo. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un conférencier inspirationnel qui a écrit Reilusionarse au moment où l'Espagne allait mal, toutes les grosses entreprises d'Espagne allaient mal. Et moi, quand j'étais en échange universitaire à Alicante, il est venu nous faire un séminaire qui m'a marqué à vie. En fait, ça a commencé déjà avec la musique de Miley Cyrus, Climb, je sais plus, je crois que c'est Climb, ça s'appelle. Elle est géniale parce que c'est vraiment, t'écoutes la musique, t'as l'impression que tu vas gravir des montagnes et que rien ne peut t'arrêter. Je l'ai écouté pendant des années quand j'avais des petits moments de doute. Et en fait, il nous a dit, on va vivre quelque chose qui va vous montrer la personne que vous êtes au fond de vous. Et on est parti 24 heures dans la montagne. Alors moi, en plus, j'étais une des seules françaises et on n'avait pas le droit d'avoir de l'eau, on n'avait pas le droit d'avoir de nourriture. On avait des épreuves à faire et il fallait les trouver ensemble. Et en fait, on faisait un débrief le lendemain et qui expliquait quelle personne on avait été en étant. En plus, moi, quand j'ai faim, je suis vraiment insaccable. Et donc, comment on arrive à gérer ses propres émotions pour que le groupe arrive à se dépasser. Enfin bon, bref. Et cet écrit que j'ai de ce jour-là, je l'ai toujours parce que je crois que finalement, d'être dans les creux de l'entrepreneuriat parfois, on se rappelle qu'on est dans une espèce de situation comme ça dans la montagne. Mais lui, en fait, ce que j'admire et ce que j'aimerais faire bientôt, c'est ce côté remplir des salles avec du storytelling qui inspire et qui rebooste tout le monde en disant, en fait, les gars, arrêtez de vous plaindre. Si vous arrivez à avoir le côté positif dans ce que vous avez déjà, en fait, vous avez déjà gagné. Et j'adore ces vidéos, je vous invite à les regarder parce que, en plus, ils parlent en espagnol. Moi, j'ai l'impression, finalement, quand je réfléchis dans une autre langue, l'espagnol marche mieux que l'anglais. Donc, il y a ce côté, je trouve ça revivifiant. Voilà. Et donc, tu l'invites ? J'aimerais bien l'inviter. Ouais. Je lui avais envoyé à un moment donné une candidature, je me rappelle, pour être consultante avec son équipe. Mais bon, je n'avais pas eu de retour. Mais j'aimerais bien être la future Luis Galindo. Et sinon, d'un point de vue femme, Michelle Obama, j'avais lu son bouquin. Et ce que j'admire chez elle, c'est avoir une identité à côté de son homme et d'être un soutien inébranlable et d'être à la fois élégante et digne. Enfin, il y a un truc chez elle que je trouve exceptionnel. Donc, une vraie aura. Ouais, j'aimerais lui demander comment elle fait tout ça. Voilà. Et Mickaël ? C'est marrant parce que je rejoins pas mal les réponses qui ont déjà été données. Effectivement, quand tu poses cette question, on pense à nos proches qui sont partis et qu'on peut plus avoir. C'est automatiquement, c'est avec eux qu'on voudrait aujourd'hui dîner et passer des moments. Ça, c'est plus possible. Deuxième personne à qui je pensais, c'était Barack Obama, justement. Barack Obama, pourquoi ? Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être du mal à m'identifier à des personnes qui avaient vraiment eu des belles réussites et du coup à moi-même développer une certaine ambition. Et quand il est devenu président des États-Unis, je pense que ça a été un déclic. Et en fait, on s'est dit à ce moment-là, on peut tout faire, tout est possible, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les origines. On peut faire des grandes choses. Et c'est vraiment ce qui m'a donné de l'ambition, qui m'a poussé à faire des études. Après, pareil, à travailler en banque et à m'épanouir dans ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'entreprends, c'est aussi par rapport à l'impact qu'il a eu dans ma vie plus jeune. Et je regarde aussi un côté positif où c'est peut-être l'un des derniers politiciens qui a fait un peu l'unanimité en France et tout le monde appréciait, c'était aussi intéressant. Mais je trouve que c'est une belle source d'inspiration et
Alors, je ne sais pas s'il écoutera le podcast. Hein, je pense que On je va n'ai lui pas envoyer. cette vocation internationale. Pourtant, il y à avait ce son point. couple qui était mis en valeur. Mais voilà, merci. Une autre question, est-ce que vous pouvez continuer la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est... Pour moi, Viscéral. ouais. C'est de la créativité. Enfin, tu vois, je suis celui qui cuisine à la maison. À chaque fois, je suis plus une recette, quoi. Maintenant, j'ai l'intuition de rajouter un truc comme ça et de tester quelque chose d'autre. C'est une sorte d'art, quoi. Cuisiner, c'est faire plaisir aux autres. Je cuisine pas beaucoup, mais c'est vrai que quand je reçois, j'aime bien cuisiner. Et avec cette envie justement de faire quelque chose qui fera plaisir aux autres, soit leur faire découvrir des saveurs ou même juste ma cuisine, mais savoir qu'on prépare quelque chose avec lequel on va pouvoir partager un bon moment. Voilà. Moi, Ok. c'est prendre du temps pour moi. Quand j'arrive à cuisiner, c'est que j'ai envie de faire attention à ce qui rentre dans mon corps quelque part, enfin de ne pas avoir des produits modifiés, quoi que ce soit. Et c'est un moment, un peu comme la musique d'ailleurs, où un peu méditatif, où je fais autre chose, quoi. Et où j'ai pas un écran parce qu'on a les doigts sales et tout. Donc c'est ce côté prendre soin de moi dans tous les sens du terme, la cuisine. Et la dernière question, et je sens que ça va bien vibrer fort, quelle est votre définition de la passion ? Qui se lance ? Toi, je te garde pour la fin, toi. Parce que toi, tu vas me faire chialer. Je le sais. Antoine, j'ai l'impression que ça va pas être trop compliqué d'avoir des choses à dire. Non, il y a Trop. trop de trucs à dire. La passion, je dirais que c'est quelque chose qui t'entraîne malgré toi, peu importe que ce soit de la joie ou de la souffrance. C'est intense. Et que ce soit pour le perso ou pour le pro, où vraiment t'as l'impression d'être tiré, il faut y aller. Quand t'es passionné par ton boulot, tu te lèves le matin, t'as beau avoir dormi 2 heures, t'y vas parce que t'as un deal à signer, quoi. Quand t'es passionné dans ton couple, t'as beau savoir que tu vas avoir la pire engueulade de ta vie, t'y vas et tu prends pas un avion pour te barrer et fuir, quoi. Donc voilà. Peu importe que ce C'est soit un peu dur. le truc où en fait tu te rends compte que t'as pas le choix, mais en fait pas le choix, c'est ton choix. Exactement. Oui, c'est ça. Mais Ouais, oui. c'est ça. C'est beau, ça. Bah oui. Tu te dis. Non, la liberté, c'est aussi... voilà, Parce que souvent, quand on en parle, tu vois, on se dit tout le temps ouais, mais tu comprends pas, en fait, j'ai pas eu le choix, j'ai dû y aller. Ok, t'as pas le choix, tu sais très bien que t'avais envie d'y aller, donc c'est ton choix d'y aller. Mais en fait, c'est tellement intense qu'au bout d'un moment, il y a la mixité entre l'obligation et la volonté de faire la chose. Et je pense que c'est un peu la définition de l'entrepreneuriat aussi, où tu te poses plein de questions. Tu parlais de ton confort tout à l'heure, où bah, voilà, je suis dans la banque, j'ai plein de confort, et d'un seul coup, je me dis, voilà, je vais quitter tout ça pour ça. Est-ce que ça en vaut la peine ? Et t'arrives pas encore à modéliser le fait que ça en vaut la peine, mais t'es persuadé, tu en sais, fait. Que, t'as voilà. une conviction Et interne. après, la vie et comment on nous l'explique nous fait comprendre que bah, t'as besoin de te rattacher à des choses, oui, mais tu sais. Et puis en fait, c'est les gens derrière autour. ta tête Bah oui, mais c'est ça. qui te disent ouais, mais Les tu fameux. sais, si tu quittes ça, tu vas Mais tu es perdre ça. sûr, Si tu quittes ça, tu vas perdre ça. Si tu quittes ça, tu vas perdre ça. Ouais, mais ça, je le perds. Mais t'as vu ce que je vais chercher Rising the Star, quoi. Tu dis, je suis là. Je te garde. Hein. Attends, t'as pas encore fini. C'est les Bee Gees, tu sais. Ah, oui. Ce que je laisse là, je vais le chercher là, quoi. To climb. Ouais. Mickaël ? Non, c'est complètement ça. La passion, finalement, c'est continuer sans s'arrêter. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat, où tu continues, même devant les difficultés, en fait. Même devant les difficultés, tu continues, tu t'arrêtes pas. Surtout devant Et les difficultés. Surtout devant les difficultés. Et tu passes une mauvaise journée, et le matin, tu te lèves et tu y retournes. Et on l'a dit, hein, c'est vrai dans la vie professionnelle, mais même dans la vie personnelle, finalement, la passion, c'est ça, quoi. C'est ne plus se poser de questions et s'engager au quotidien, et s'engager chaque jour. Et ça, pour moi, c'est la passion. Morgane ? Alors moi, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. Oui, parce Bien qu'on sûr que l'entend, on l'entend souvent. parce en termes qu'on de dit la souffrance. passion consume. Et donc il y a cette notion de feu. Et moi je pense que la passion est, comme on vient de le dire, un feu intérieur. C'est-à-dire que c'est un carburant. Ça te met en mouvement quoi qu'il arrive. Et ça vient de toi. Ça te fait avancer. Par contre, que ce soit sur la vie perso ou pro, la passion de à tout prix. Je me bats contre ça parce que je crois que encore une fois, la passion fait qu'on est vivant, c'est un peu comme un électrocardiogramme, ça pulse, mais il faut savoir peut-être réduire un tout petit peu l'amplitude de la pulsation pour que ce soit performant sur la durée. Mais par contre, la pulsation, elle vient de quelque part, elle vient de la passion, elle vient de l'envie de
l'élan. De l'élan, de se mettre en mouvement, etc. Mais ne pas confondre passion et fusion aussi, je crois. Dans le couple, dans le boulot, dans sa boîte, on est quelqu'un d'autre avant ce qu'on fait, on est quelqu'un. Et donc il y a ce côté à tout prix, non. Voilà. Mais la passion, c'est magnifique parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer, c'est viscéral, comme vous disiez. Je ne sais pas pourquoi vraiment j'ai été appelée à faire ça. Moi, c'est plutôt ça. C'est que j'ai des amis qui me disent « Mais pourquoi ?» Je sais que je suis faite pour ça. Mais en fait, ça sert à quoi d'expliquer ? Je sais pas. En fait, justement, on peut pas l'expliquer, la passion. C'est juste, je sais que je suis à ma place, mais par contre, effectivement, faut pas oublier que je suis autre chose que juste une entrepreneuse. Donc voilà, j'invite les gens à trouver une identité multiple. Alors ça, c'est tout le sujet des chefs. Et oui, parce qu'en fait, moi personnellement, je m'exprime au travers de mon métier. Ouais. Mais pas que. Regarde là. Oui, pas que. C'est quand même lié, tu vois, quand même à pas mal de choses. Et en fait, mon identité fusionne beaucoup avec mon métier. Et c'est pour ça que c'est très, très intense et très énergique. Mais voilà, après, ça dépend aussi des métiers, puis ça dépend du parcours. Exactement, un équilibre. Et je pense que, par exemple, j'ai voulu intégrer un groupe business club. Alors, c'était pas pour le business, c'était pour l'immobilier à la base, pour un autre projet d'investir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on est obligé d'être un peu... de parler de ce qu'on fait dans la vie. Et c'est vrai que ça prend, même dans les rencontres perso, notre identité pro, elle est hyper présente quand on est entrepreneur, parce d'ailleurs, même notre société, à un moment donné, c'est nous, le prénom, mais quand en fait, on commence en micro. La difficulté, je pense que les gens ne savent pas, sauf les gens qui sont à cette table, parce qu'ils sont quand même castés, mais sont capables de dire qui ils sont. Ouais. Je suis, Alors, pas je fais. Pas forcément au début. Tu vois, moi, au début, quand je me décrivais avec quelqu'un à une soirée, c'était je faisais mon pitch. Oui, je suis Antoine, cofondateur de Champerchi. Et ce travail-là de dire je suis, qui es-tu ? Voilà, qui es-tu ? Voilà, je suis ça Virginie, peut prendre du j'ai temps. 45 ans. Ça. Oui, mais ça, c'est tout ton cheminement. Exactement. Je pense que justement, quand tu fais une reconversion ou quand tu passes moi, par exemple, je suis passé de la banque à l'entrepreneuriat. Finalement, en quittant la banque, j'ai compris que je ne pouvais plus me définir par ce que je faisais. Je l'ai fait pendant très longtemps, je l'ai bien fait, c'était très bien. Mais finalement, je suis autre chose, je suis pas que ça. Et du coup, tu apprends à te définir par peut-être tes passions, par tes origines, par ce que tu aimes, par plein d'autres choses que juste par le métier ou le côté entrepreneur. Mais c'est ce côté bon vivant des Caraïbes qui te définit de base et qui fait que ton business est une belle extension de ton identité. Oui, Mais c'est dans ce sens-là que je veux que ce soit réfléchi. Bien sûr. C'est qui je suis. Bien sûr. Et ma passion, j'arrive à en vivre tant mieux. Mais en fait, à l'incarner. Exactement, à l'incarner. C'est pour ça que je te dis, nous, en restauration, souvent les chefs, on est dans cette dynamique-là parce que notre métier, moi, c'est ma passion de la gastronomie, ma passion pour les autres, qui fait qu'on me dit que je suis quelqu'un de passionné. Et t'en fais un business, mais de base, t'aimes... mais je gagne des milliards. Non, mais bien sûr. Tu vois, ta passion, à la base, c'est de réunir, c'est ce que tu fais de base. Et tu peux choisir le business que tu veux à partir de là, à partir de ton identité. Non, mais c'est intéressant. Nous allons terminer avec Monsieur Grégory. Quelle est la définition de la passion pour toi ? Moi, je pense que la vraie définition de la passion, c'est la sincérité des gens envers quelque chose. Quand tu es passionné par quelque chose, c'est vraiment l'élément dans lequel tu t'abandonnes totalement et qui a cette particularité d'être à la fois extrêmement égoïste, parce que tu fais les choses pour toi, et en même temps, tu la partages, cette passion. Parce que, je sais pas, le spectre, il est hyper large. Il y en a qui sont passionnés par l'automobile, mais quand on est passionné par l'automobile, ça peut être l'automobile, les débuts de l'automobile et des premiers moteurs, explosions. Ça peut être aujourd'hui la technicité de l'automobile, et puis ça fonctionne pour plein d'éléments. Et je trouve que ce qui est important avec la passion, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre être passionné et passionnant, c'est deux cultures totalement différentes. Et puis cette passion, il est important de la partager avec des gens. Il est important de ne pas la partager parfois, parce que tu l'évoquais, mais le côté du feu, quand on dit une passion dévorante, le côté dévorant, ça peut être très problématique. Certaines personnes n'arrivent pas à partager leur passion avec d'autres, et ça en devient problématique pour eux, parce que humainement, ils se sentent
blessés, frustrés parce que les gens ne comprennent pas en fait leur passion. Et on dit mais je comprends pas, quand je parle de ça, à chaque fois je passe pour un imbécile. Et ce qui me vient dans la tête, c'est le dîner de con avec le gars qui fait les allumettes. Et voilà. J'y ai pensé. Mais en fait, la chose, c'est que dans la définition de ça, et nous, c'est ce qu'on fait aussi en restaurant, quand on écoute les gens nous raconter leurs histoires, des fois, ils nous parlent de certaines choses. Il faut être très honnête, on n'est parfois pas très intéressé de ce qu'ils nous disent, mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est pas ce qu'ils sont en train de me dire. Je suis intéressé par la personne, et quand je vois l'intérêt qu'il a à écouter ce que je lui dis, qui potentiellement n'est pas une chose qui l'intéresse complètement non plus, je porte de l'intérêt à ce qu'il me dit, et je m'enrichis foncièrement de cette histoire-là, et j'ai cette sensation de me dire que finalement, la passion, c'est, 100 milliards de siècles d'IA, et que cette IA moderne qu'on caractérise aujourd'hui en se disant l'IA s'enrichit au fur et à mesure que les gens l'utilisent, et ben les passions de tout le temps et les faits de les avoir transmises, c'est une IA avant l'heure et on ne l'a jamais symbolisée. Et c'est pour moi, c'est cette chose-là qui est... Je ne m'attendais pas à cette analogie qui est brillantissime. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant. Je trouve ça difficile et parfois triste de se dire que on fait foi de quelque chose qu'on vient de découvrir, on trouve cette chose absolument extraordinaire, et c'est vrai, elle fait à la fois peur, mais comme une passion. Elle fait à la fois peur, mais en même temps l'intrigue, parce qu'on peut l'utiliser. Il faut l'apprivoiser. Et aujourd'hui, toutes ces passions... Et c'est drôle que tu poses cette question, parce que hier, je discutais avec des clients, on abordait plein de sujets, et j'ai un gars dans mon équipe, il a une passion, il a acheté une belle BMW des années 90 et il en est grand fan et il en prend grand soin, et c'est vrai que cette auto, elle est vraiment fabuleuse. Et du coup, j'étais dans la discussion dans ses clients, et je sais que le monsieur à qui on discute, il aime bien BMW pour les motos. Du coup, je les ai mis tous les deux à discuter, et je suis parti voir d'autres clients et je suis revenu et j'ai vu Quentin, c'est mon petit Quentin, j'ai vu mon Quentin avec son téléphone en train de monter les photos de la BM, et là, du coup, le client me dit... années 90, j'en avais une et tout, voilà, et ça commence à discuter. Et ça rappelle des histoires, et ça fait des échanges, et voilà, et c'est toute cette culture-là qui est hyper importante, et qui fait que je pense que la passion, elle doit être maîtrisée comme on maîtrise l'IA, parce que des fois, ça peut être problématique. Nous, en tout cas, nos passions ici, notre passion, elle n'est pas problématique. Non, elle n'est pas problématique, mais moi, je suis passionné par le vin, mes amis sont passionnés par le vin, et ma femme veut parfois plus faire de repas avec nous, parce qu'on parle toujours de vin, et au bout d'un moment, c'est parler du vin qui la saoule. Plus que de le boire. Exactement. Et donc, du coup, on en a parlé avec un ami qui m'a dit, mais en fait, t'as totalement raison. Et en plus, moi, j'ai envie de l'entendre parler. Donc, prochain repas, on parle que d'elle. Et elle s'est trouvée un peu bloquée, parce qu'en plus, c'est une super entrepreneuse. Elle fait des choses fantastiques. Et donc, du coup, on lui a posé plein de questions sur ce qu'elle faisait, comment elle le fait et autres. Et elle s'est trouvée un peu bloquée en disant, mais qu'est-ce qui se passe d'un coup ? Il se passe que voilà, le repas aujourd'hui, c'est toi. Tant pis pour toi, il faut que tu parles de toi. Merci, je vais clôturer. C'est drôle parce que j'ai écrit la conclusion et il y a pas mal de mots que vous avez mis, donc j'essaye de faire une petite synthèse. Alors, ce que j'aime profondément dans ce podcast, c'est entrer dans vos histoires qui résonnent tellement avec la mienne. À chaque épisode, c'est une heure suspendue, faite de bienveillance, de sincérité et de voix qui captivent. Et je crois que je n'aurais jamais imaginé ouvrir autant ma curiosité que depuis que j'ai décidé de créer ce podcast en 2022. Nous aimons transmettre, nous aimons inspirer, nous aimons nous enrichir, nous aimons construire à plusieurs. J'aime être cette entremetteuse de talent et de passion. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, c'était super agréable. Merci, Mickaël. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, Antoine. Merci à toi, merci à vous tous. Merci, Johan. Et merci petite pensée très tendre pour Charles, Marcel, Flora et Monique. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.